Bonjour à tous, je suis Anne-Véronique Bellac, je suis directrice du Travel chez Google et je suis ravie d'animer aujourd'hui cette table ronde autour de la thématique du tourisme face aux défis climatiques. Le tourisme mondial, c'est 8% des émissions de CO2 et le transport représente une part importante de ces émissions. Et nous, Google, on a un rôle clé dans cet écosystème puisque 2 milliards de visiteurs passent sur nos plateformes avec une intention de voyage. Donc l'information qui leur sera restituée va être clé quant aux choix qu'ils feront et quant à l'impact environnemental de ces choix. Aujourd'hui, pour évoquer cet enjeu du tourisme face aux défis climatiques, j'ai avec moi deux acteurs majeurs du transport et de la mobilité. Arnaud Coiffard. Arnaud, tu es directeur de la strat et de l'innovation chez e-Voyageurs SNCF, que tu as rejoint en 2018 après une activité dans le conseil. Donc e-Voyageurs SNCF, vous êtes en charge vraiment de la relation digitale avec le client qui permet en fait de trouver de l'information, de booker son voyage. Et tu es également professeur à Sciences Po où tu animes un cours autour des mobilités intelligentes. Tout à fait. Vincent Etchebert, tu es donc directeur du développement durable chez Air France. Donc tu as démarré toute ta carrière chez Air France. Plus récemment, tu étais directeur Air France Canada et Mexique. Et puis tu es rentré en France cet été où tu es depuis directeur du développement durable chez Air France. Bonjour, ravi d'être là. Merci. Donc ensemble, on va voir quels sont ces enjeux du tourisme, du voyage face aux défis climatiques et aussi comment ces enjeux viennent modifier à la fois votre approche technologique, votre approche produit, les solutions que vous offrez à vos consommateurs. Quelles sont justement ces solutions que vous mettez à disposition? Quelles sont les attentes des consommateurs? Comment elles ont évolué? Et puis, d'une manière un peu plus générale, comment le défi climatique vient modifier de manière profonde la stratégie de vos entreprises? Donc ma première question, en fait, on a souvent coutume d'opposer les modes de transport. On aurait d'un côté le train qui est le bon élève de la classe et de l'autre côté l'avion que plus régulièrement on pointe du doigt. Et pourtant, en fait, on voit qu'il y a vraiment une nécessité à collaborer, à la fois à collaborer ensemble, à collaborer aussi avec les pouvoirs publics. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur comment vous travaillez ensemble? Peut-être qu'on peut démarrer par toi, Arnaud. Oui, tout à fait. Merci pour la question. Donc, tu as évoqué le terme de collaboration et nous, on fait partie de ceux qui pensent qu'on ne pourra pas résoudre ce défi tout seul. De toute façon, les modes de transport sont multiples. La SNCF en opère une partie, Air France joue son rôle aussi et d'autres acteurs. On est persuadé que pour relever le challenge, de toute façon, il faut qu'on soit ensemble. Alors, comment ça s'incarne concrètement? Tu évoquais les pouvoirs publics. Le groupe SNCF et SNCF Voyageurs est engagé avec les acteurs régionaux dans le cadre des dessertes TER, avec l'Île-de-France dans le cadre de Transilien, pour offrir toute cette mobilité. Ça, c'est plus le versant secteur public, si je puis dire. Nous, le rôle qu'on a à jouer dans le digital, c'est peut-être plus un rôle d'assemblage des offres et de mise en avant et d'accès aux offres pour les clients. Peut-être deux exemples assez simples. On a été assez précurseur sur Oui SNCF il y a maintenant quelques années en diversifiant nos modes de transport. On distribue aujourd'hui du bus et du covoiturage en complément du train. Et on a eu un deuxième acte fort en 2019 en lançant l'assistant SNCF, donc qui est aujourd'hui la première plateforme Mobility as a Service française et qui part en fait d'un constat assez simple qui est de mettre dans la poche de tous les clients dans la même application un bouquet de mobilité avec évidemment du ferroviaire, mais qui donne aussi accès au covoiturage, à l'autopartage, à des micro-mobilités en local. Et donc on pense que c'est en cumulant ces différents modes qu'on va réussir à faire un transport plus propre pour les clients. Et Vincent, côté Air France? D'accord avec ce que vient de dire Arnaud. Effectivement, pour agir sur l'environnement, en particulier dans le secteur des transports, il nous faut des efforts collectifs. Évidemment, l'avion et le train répondent à des attentes clients différentes, mais souvent complémentaires. Et c'est tout le sens du partenariat qu'on a avec la SNCF. Donc ça fait plus de 20 ans, pour information, qu'on est partenaire avec la SNCF, puisqu'on coproduit, on propose ensemble à nos clients un produit qui s'appelle Train Plus Air. Train Plus Air, c'est quoi? C'est une offre combinée d'un trajet en TGV sur le réseau domestique en connexion avec un avion moyen ou long courrier. Mais la nouveauté, si je puis dire, c'est qu'en 2020, on a décidé de lancer un projet de renforcement de ce partenariat qui inclut à la fois l'extension de ce produit sur plusieurs routes, sur plus de routes. Aujourd'hui, il y a 14 villes
de province où on propose ce produit. L'idée, c'est d'aller beaucoup plus loin. Et en même temps, on travaille, c'est un projet passionnant, sur la digitalisation de ce produit. Aujourd'hui, un client qui a acheté un produit Train Plus Air doit par exemple se rendre à la gare pour retirer son titre de transport. Demain, et quand je dis demain, c'est le plus vite possible, et on travaille pour un lancement de ce produit dans l'année à venir. L'idée, c'est d'avoir une expérience beaucoup plus dématérialisée, où le client va pouvoir avoir sur sa tablette, son iPhone, son e-billet qui inclut à la fois le train et l'avion. On travaille aussi sur d'autres axes de coopération qu'on espère pouvoir dévoiler très rapidement. Super, merci. Donc on voit que la collaboration est vraiment essentielle. Et maintenant, j'aimerais que vous nous parliez un peu plus spécifiquement des initiatives qui sont menées au sein de chacun de vos groupes. On va peut-être démarrer par toi, Arnaud. Oui, avec plaisir. Alors, des initiatives, on en a beaucoup dans ce domaine-là. Peut-être juste quelques exemples du coup spécifiques. Alors, d'abord sur la partie transport, on a évidemment le projet TGV-M, donc le TGV du futur, qui se déploiera à partir de 2024, qui, parmi tout l'ensemble des bénéfices qu'il va apporter, va aussi apporter moins de consommation énergétique. C'est à peu près 20% de consommation en moins par rapport au parc actuel, donc ça c'est une vraie avancée. Et on n'oublie pas non plus le domaine régional, puisque le groupe SNCF et TER lance en 2023 un essai de rame à hydrogène dans 4 régions. Donc ça, c'est aussi un acte assez fort pour rentrer et travailler aussi avec toute la filière hydrogène. Ça, c'est pour la partie transport. Le digital et le numérique duquel on s'occupe n'est évidemment pas en reste. On a été très fiers, il y a quelques mois, de lancer un projet qu'on appelle l'éco-comparateur, donc qui est tout à fait disponible aujourd'hui. J'invite tout le monde à aller sur Oui SNCF pour l'observer. Alors, l'éco-comparateur, qu'est-ce que c'est? C'est très simple. En un clic, on vous propose sur un ensemble de destinations et de trajets ou de routes parmi les plus plébiscités, de pouvoir comparer en fait les différents modes de transport sur différents indicateurs. Évidemment, la consommation énergétique, mais aussi des indicateurs de durée de parcours, parce que ça compte dans le choix, et aussi un indicateur qui est important pour nous, qui est celui qu'on appelle du temps utile, parce qu'on pense que le temps passé dans le TGV n'est pas le même que le temps passé à conduire une voiture. Il y en a un où on peut faire d'autres choses et l'autre on conduit. Donc l'idée, c'était vraiment de mettre à disposition des clients cette information, et ça a été largement plébiscité. Ouais. Et du coup, je ferai peut-être le parallèle avec 2 lancements qui ont été annoncés chez Google récemment. Donc le premier, c'est dans Google Maps, une fonctionnalité qui permet vraiment à l'utilisateur de choisir parmi les différents trajets proposés celui qui a l'empreinte carbone la plus faible. On a aussi lancé Google Flight Search qui en fait permet aux utilisateurs d'aller comprendre l'empreinte carbone des vols qui leur sont proposés et donc de faire un choix éclairé. Vincent, du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu des initiatives qui ont été lancées côté Air France? Avec grand plaisir. Déjà peut-être pour remettre les choses un peu dans leur contexte, du secteur aérien face à la crise climatique. Aujourd'hui, le secteur aérien, c'est 2 à 3% des émissions de CO2 au niveau mondial, ce qui peut paraître peu, ce qui est peu mathématiquement. Par contre, le problème ou le défi vient du fait que si on ne fait rien, si on ne fait pas assez, ces 2 à 3% peuvent devenir 20% en 2050, ce qui serait potentiellement un des secteurs les plus émetteurs en termes d'émissions de CO2. Donc on ne veut pas que ça se réalise. Ça fait longtemps que Air France et qu'Air France KLM sont engagés en matière de développement durable. Depuis 2003, Air France fait partie du Global Compact des Nations Unies. Et donc depuis plusieurs années, on a mis en œuvre des actions fortes pour réduire le plus possible nos émissions de CO2. Alors ces leviers, il y en a 3 à court terme principaux. Le premier, c'est le renouvellement de la flotte. Pourquoi? Parce que chaque avion de nouvelle génération qui entre dans notre flotte, c'est 20 à 25% d'émissions de CO2 en moins par rapport à l'avion qui le remplace. Donc aujourd'hui, c'est le levier en fait le plus efficace, celui qui a la réduction la plus grande. Deuxièmement, c'est des mesures d'écopilotage, c'est-à-dire que nos pilotes sont formés pour utiliser des trajectoires d'avion, et notamment en jouant sur l'altitude, les plus optimales, ce qui permet de réduire la consommation de carburant et donc les émissions de CO2. Et le troisième levier qu'on est en train de déployer, qu'on veut déployer au plus vite, ce sont les biocarburants. Les biocarburants, qu'est-ce que c'est? C'est des carburants qui sont issus de l'économie circulaire, c'est-à-dire qu'on va recycler des déchets, des huiles usagées par exemple, pour en faire du carburant. Et ce biocarburant, il va permettre 90% d'émissions de CO2 en moins par rapport à du carburant classique. Donc vous voyez que par rapport au renouvellement de la flotte, c'est un dispositif qui va encore beaucoup plus loin. Et hier, on était très fiers, le 18 mai, de lancer notre premier vol long courrier au départ de Roissy-Charles de Gaulle,
avec du biocarburant, avec 16% pour être exact de biocarburant. Et donc ces actions sont complémentaires. On a besoin d'un bouquet de leviers qu'on actionne de plus en plus avec des horizons de temps différents. Et en particulier, ces biocarburants vont jouer, sont amenés à devenir notre levier le plus important en termes de décarbonation dans les années à venir. Effectivement, j'ai lu cette information aujourd'hui avec beaucoup à la fois d'intérêt et de très impressionné par ce nouveau lancement. Donc en fait, on voit bien que ce besoin d'information et la prise de conscience de la nécessité d'être capable de voyager de manière plus responsable et grandissant, est-ce que c'est aussi des attentes que vous observez chez vos clients ? Absolument. On voit de plus en plus une prise de conscience de la part de nos clients sur leurs propres émissions, sur leur propre empreinte carbone, pas seulement sur l'aérien bien sûr, sur l'ensemble de leur mode de consommation. On voit des comportements pour favoriser des solutions bas carbone, surtout sur les trajets les plus courts, et c'est là que notre partenariat avec la SNCF prend tout son sens. On voit aussi des changements de comportement pour réduire la fréquence de voyage à l'étranger et avoir peut-être moins de voyages et rester plus longtemps sur place. Et on voit enfin, c'est une marque et un engagement fort de la part de nos clients, on voit leur volonté d'avoir une action sur l'empreinte carbone générée par leur voyage. Et c'est-à-dire qu'ils vont être de plus en plus sensibles à des offres de la part des compagnies aériennes, dont Air France, en termes de compensation, c'est-à-dire contribuer à réduire son impact climatique par des projets principalement de plantation d'arbres, parce qu'un arbre, pendant sa croissance, va capter du CO2 dans l'atmosphère grâce à la photosynthèse. Donc depuis plusieurs années maintenant, on propose à nos clients qui achètent des billets sur Internet, sur le site Air France, de contribuer à réduire avec un programme qui s'appelle Trip and Tree. Et à côté de ça, pour nos clients entreprises, on offre cette même possibilité de réduire par la compensation leur empreinte, mais on va même plus loin en leur offrant la possibilité de contribuer à l'achat de financement de biocarburants que je mentionnais tout à l'heure, puisque vraiment, encore une fois, c'est un levier qui va être absolument capital dans notre trajectoire de décarbonation. Et côté SNCF, est-ce qu'on voit les mêmes attentes des clients et comment elles se manifestent ? Oui, tout à fait, on observe les mêmes attentes. Et d'ailleurs, je pense qu'au-delà de nos deux entreprises, le problème, en tout cas le sujet est même général. Il y a aujourd'hui un Français sur deux qui déclare globalement qu'il manque d'informations pour être capable d'orienter sa consommation au sens large, qu'il s'agisse de biens de consommation, de mobilité, de transport, de manière éclairée, comme tu le disais. Donc ça, c'est très prégnant. Nous, on le ressent aussi par les différents capteurs qu'on a par nos activités sur les réseaux sociaux. Déjà, premièrement, on est régulièrement interrogé positivement pour comprendre l'impact environnemental du train par rapport à d'autres modes et apporter de l'information sur ce sujet. J'évoquais l'éco-comparateur, on a été, honnêtement le résultat a été au-delà de nos espérances puisque dès la première semaine on a eu plus de 10 000 requêtes et consultations sur cet outil-là, donc dès les premiers jours ça a été un mouvement assez massif, assez général, donc c'est quelque chose qu'on constate. Peut-être dernier point, on lance ces jours-ci, on relance en tout cas, comme vous le savez, des trains de nuit, et notamment sur la destination Paris-Nice. Là aussi, donc, c'est une offre qui redémarre, qui est assez récente, mais sur laquelle on voit que les voyageurs sont au rendez-vous, et notamment les jeunes, qui ont une appétence particulière sur ce type de mobilité décarbonée. Et donc en fait, on voit vraiment, et tu le mentionnes, qu'il y a à la fois des attentes des consommateurs qui sont là, il y a de vraies actions, de vrais projets avec des impacts. Vient ensuite le sujet de la communication. Comment on gère la communication pour du coup faire bien passer auprès de vos clients les initiatives qui ont été faites et en même temps ne pas être taxé de greenwashing ? Comment on gère ça, Vincent ? Pour nous, les clés d'une communication, on va dire, à la hauteur sur ces enjeux du développement durable et du changement climatique, il y a plusieurs clés. D'abord, la rigueur scientifique. Si on veut être sérieux sur le climat, il faut se baser sur ce que disent et étudient les experts, notamment le Conseil pour le climat, le GIEC. Et c'est le but, en fait, quand on travaille sur nos trajectoires, de s'appuyer sur ces données scientifiques avérées. On travaille également avec l'ADEME, par exemple, dans la définition de nos trajectoires. Donc ça, c'est vraiment la base. Et c'est aussi la base pour être crédible sur ces sujets-là. L'autre chose, c'est la transparence. Donc, encore une fois, donner de manière transparente les informations, en particulier sur leur empreinte carbone par leurs différents trajets à nos clients. Encore une fois, également le faire de manière compréhensible et palpable pour eux, c'est-à-dire en retranscrivant aussi ces émissions en termes de comparaison avec des choses qu'ils peuvent vraiment mesurer.
Ensuite, en termes de communication, on veut aussi, et depuis déjà 2-3 ans, on soutient pleinement et on engage aussi nos clients vers le voyage responsable. Et donc pour ça, on travaille notamment en dehors de nos propres canaux de communication. On participe à des alliances, par exemple l'alliance de l'Union des marques qui s'appelle FAIR, ou l'alliance ACT de Entreprises pour l'environnement, et qui va accompagner un mouvement qui est essentiel, qui est la transition de la publicité, des communications vers des modes de consommation qui seront plus respectueux de l'environnement et plus en ligne avec des trajectoires à moins de 2 degrés à la fin du siècle. Et côté SNCF, comment vous gérez ce sujet de la communication tout en évitant le greenwashing? Tout à fait. Alors, tu mentionnais le terme de greenwashing. Alors là-dessus, on est relativement à l'aise parce qu'on a la conviction que le service que l'on rend et que le métier que l'on fait est par essence et nativement écologique. Ça ne veut pas dire qu'on n'émet aucun gaz à effet de serre, bien évidemment, et on travaille à le réduire, comme je l'ai dit. Mais en tous les cas, on pense que le train est une des solutions, pas la seule, mais est une des solutions au sujet qu'on évoque. Et on se dit même d'ailleurs dans le contexte actuel qu'on n'en a peut-être pas fait assez. Tu parlais de la communication. C'est peut-être une évidence, mais il y a peut-être encore certains publics ou certaines clientèles qui n'ont pas forcément aujourd'hui cette vision sur les bénéfices environnementaux du train. Donc il faut qu'on continue à le déployer. Là-dessus, on a toute une gamme d'actions, je ne vais pas toutes les citer, mais tu évoquais, Vincent, la logique de la rigueur scientifique. Nous, pour le coup, on travaille beaucoup justement avec l'ADEME aussi, je parlais de l'éco-comparateur, pour donner une information qui soit objective et claire. Et on a aussi un ensemble d'éléments de communication, j'ai envie de dire, auprès de nos clientèles. Typiquement, il y a 1 an, on avait fait un bilan carbone personnalisé sur les déplacements toute l'année, que chaque client recevait dans une newsletter. Et donc ça aussi, c'est des manières de communiquer de manière personnalisée et incarnée auprès de nos clients. Et on a vu aussi qu'avec cette crise du Covid, finalement, à la fois le tourisme, le voyage avait été complètement mis en pause et que ça a offert vraiment une bouffée d'oxygène à certains, enfin globalement à la planète et à certains endroits dans lesquels il y avait beaucoup préalablement de surtourisme. On s'achemine fort heureusement vers une reprise progressive et une sortie de cette crise. Comment en fait, et c'est intéressant d'avoir vos 2 points de vue, comment on fait pour concilier à la fois reprise économique et responsabilité environnementale? Alors c'est un vaste sujet. Nous on pense que c'est conciliable. C'est la première bonne nouvelle. On l'a vu d'ailleurs l'été dernier, puisqu'on a eu une fréquentation importante, et notamment sur le territoire français. Donc on a eu, entre guillemets, reprise, c'est-à-dire qu'on a eu toute une irrigation de l'activité dans les territoires, et qui a aussi été possible par des modes, notamment ferroviaires, pas que, mais aussi ferroviaires. Et je rappelle juste un chiffre aussi, le ferroviaire aujourd'hui, c'est à peu près 10% des transports et 10% des déplacements. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a 90% de marge à aller conquérir. Donc, on a encore beaucoup d'espace pour concilier plus de mobilité avec aussi mieux de mobilité et plus d'environnement. Et chez Air France, comment on voit cette conciliation de reprise et responsabilité environnementale? Excellente question. Le défi, en particulier pour l'aérien, c'est que la reprise économique et la reprise du trafic ne se fasse pas avec une reprise équivalente des émissions de CO2. Et c'est absolument fondamental en termes d'engagement de l'aérien et de pouvoir être sur des trajectoires qui soient conciliables avec les accords de Paris. Si on regarde ce qui a été fait dans le passé, si on regarde côté Air France, on est, on va dire, bien engagé. Entre 2005 et 2019, on a réduit nos émissions de CO2 en valeur absolue de 6%, alors qu'on avait un trafic qui augmentait de 32%. Donc on arrive à décorréler les 2 choses, trafic et émissions. Si on regarde au niveau du secteur, par contre, ce n'est pas le cas. Et c'est même pas le cas au niveau mondial, puisque en 2005 et 2019, les émissions n'ont pas baissé, mais ont augmenté de 40%. Le secteur a une target, une cible de réduire de moitié ses émissions en 2050 par rapport à 2005. Pour l'instant, entre 2005 et 2019, ce n'est pas le chemin qui a été pris. Et donc, il est absolument urgent d'agir et d'accélérer les efforts au niveau du secteur. Et nous, en tant qu'Air France, on a évidemment nos trajectoires, on a nos engagements, mais on veut aussi pleinement participer et même être un leader au sein du secteur aérien pour s'assurer qu'il soit conforme avec les trajectoires nécessaires de décarbonation. Pour revenir sur Air France spécifiquement, on a une trajectoire qui s'inscrit
Premièrement, sur le réseau domestique en lien avec la stratégie nationale bas carbone. On est conforme à la stratégie nationale bas carbone et aux objectifs qui sont fixés à 2050. On a une cible de réduire de moitié nos émissions sur le domestique en 2024 par rapport à 2019, grâce notamment à des leviers comme le développement de l'intermodalité sur lequel on travaille avec la SNCF. Et encore une fois, je me permets d'y revenir parce que c'est un point qui est absolument crucial pour Air France et pour le secteur aérien. Un énorme facteur de succès pour la réussite de cette décarbonation du secteur et atteindre cette réduction de moitié en 2050, voire au-delà, viser aussi des objectifs net zéro au plus vite, ça va être justement ces carburants alternatifs. Je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais il y a 2 grands défis avec ces carburants alternatifs. Il y a une très faible production. Aujourd'hui, en 2019, quand vous voyez l'ensemble de l'utilisation de carburant au niveau de l'aviation mondiale, les biocarburants, c'était 0,01%. Donc c'est absolument beaucoup trop faible par rapport aux enjeux. Et les prix qui sont aussi aujourd'hui 4 à 5 fois supérieurs au kérosène. Donc on a une véritable mobilisation à avoir de la part de tous les acteurs publics, justement pour permettre de réduire le prix entre le kérosène et ces biocarburants, mais aussi constructeurs, motoristes. Et c'est pour ça que l'opération du 18 mai était si importante de notre point de vue, parce que c'est en partenariat avec Airbus, avec Aéroports de Paris, et avec Total, parce que c'est un effort de toute la filière qu'il faut développer pour pouvoir atteindre, encore une fois, ces objectifs importants et absolument nécessaires de décarbonation du transport aérien. Oui, effectivement, quand tu évoques les chiffres, on voit que c'est un enjeu et qu'on en est au tout début. Absolument. Ensuite, ce qui est d'intéressant aussi, c'est de regarder les tendances qu'on a vues émerger avec cette crise du Covid, notamment le domestique, la poussée du local, le slow travel. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir, en fait, de vos 2 points de vue, quelles sont celles dont vous pensez qu'elles vont s'installer durablement, c'est-à-dire pas seulement liées à la crise, mais vraiment qu'on va voir s'installer dans le temps. Alors comme je disais tout à l'heure, ce qu'on voit clairement et qui va s'installer durablement, c'est en général une réflexion sur le mode de consommation. Encore une fois, pour ce qui est du transport aérien, on voit de plus en plus une demande et un comportement de nos clients qui évolue avec plus de sobriété. C'est un mouvement qu'on encourage parce qu'on pense effectivement que pour la consommation de billets d'avion comme pour le reste de nos habitudes de consommation, il faut aller vers plus de sobriété. Je parlais d'horizon 2050 tout à l'heure en termes de grandes ambitions du secteur aérien. On sait aussi qu'il y a un besoin et une urgence à agir dès maintenant. Et en particulier d'ici 2030. Donc on encourage pleinement ces modes de réflexion et d'évolution. Encore une fois, sur les connexions en particulier, sur les trajets les plus courts et le long ou le moyen courrier, on voit aussi de plus en plus d'appétence et on veut être en rendez-vous avec la SNCF pour le proposer à des combinaisons de solutions bas carbone et l'avion quand une alternative bas carbone n'existe pas. Donc on pense vraiment que ces mouvements vont s'inscrire dans le temps et on veut être là pour répondre à cette demande et à cet engagement de la part de nos clients. Et toi, Arnaud, qu'est-ce que tu vois perdurer parmi ces tendances ? Alors, ce qu'on a déjà pu constater l'année passée, qu'on espère constater à nouveau cet été et qui, je pense, va forcément rester, c'est le retour aussi, tu l'as évoqué, au slow travel, au domestique, au régional, au local. Il y aura toujours évidemment du tourisme international, c'est évident. Il reprendra sûrement sa route en sortie de crise. Néanmoins, cette redécouverte, ces 2 étés, le premier est passé, le deuxième est à venir, mais ces 2 étés qu'on imagine très français en termes de destination et de fréquentation, ils vont forcément laisser quelque chose, en tout cas nous on le pense, et on l'a vu dans tout ce qui est requête, consultation et achat, notamment sur les trains régionaux. Le TER a fait de très très belles performances en fréquentation et en vente l'été dernier, et même là, avec les ponts des mois de mai et le mois de juin, on voit aussi beaucoup d'appétence sur ce type de mobilité. Donc ça, c'est un premier sujet. Le deuxième, qui n'est pas forcément directement lié au domaine du développement durable, mais qui pose des questions, est celui de la dernière minute, qui pour le coup est important, en tout cas que nous on constate très très fortement dans le domaine touristique et travel. Je dis qu'il n'est pas directement lié au développement durable parce qu'on pourrait se dire qu'il n'y a pas forcément d'implication. En fait, nous, celle que l'on voit, c'est que plus on s'oriente vers un booking last minute, plus finalement le nombre de combinatoires, d'options, d'itinéraires ou de modes disponibles se réduit quand même mécaniquement. Donc ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est prendre en compte l'aspiration des clients à booker tardivement,
tout en leur garantissant une forme de flexibilité qui permet de garder quand même des modes propres et combinés dans ce qu'on leur propose. Ça, c'est un des challenges qu'on aura pour les années à venir. Très bien. Mais en fait, on voit vraiment peut-être en conclusion que cette crise sanitaire, elle a accéléré des transformations qui étaient déjà présentes, mais qui, du coup, ont obligé les entreprises que vous représentez, mais je pense l'ensemble du secteur, à accélérer sa mutation. Et que du coup, la prise de conscience est là, qu'on a de vraies attentes côté client qui émergent. Et ce qui est super rassurant, c'est de voir à quel point vos deux entreprises ont pris la mesure de ces changements et les innovations qui en résultent. Donc merci à tous les deux. Merci.